Bonjour et bienvenue au podcast Sexualité décomplexée. Cette semaine, je reçois Céleste Trianon. Céleste, c'est une militante féministe, trans, qui se bat pour les droits de la communauté LGBTQ+. Puis Céleste et moi, on s'est rencontrés il y a 3 ans environ à la première édition du podcast. On a participé à un live pour une femme ensemble. Puis j'ai tout de suite été inspirée par la personne qu'elle était. Elle savait tellement de choses. Aussi, elle étudiait en droit, donc elle s'exprimait vraiment bien. Elle avait vraiment un point de vue super intéressant, super pertinent que j'avais peu entendu. Puis c'est ça, j'ai pensé à elle récemment, puis j'étais comme, ce serait tellement fou de pouvoir la recevoir au podcast. Puis elle a accepté de venir, j'étais vraiment très contente. Puis je trouve ça tellement important de lui donner la parole parce que je trouve que on entend peu de personnes trans s'exprimer sur leur réalité. Je pense que c'est important pour comprendre. Puis, elle est venue, puis, tu sais, dans le sens que c'est tellement, en ce moment, difficile pour les personnes trans, pas seulement pour les personnes trans, mais en particulier parce que il y a beaucoup un recul au niveau des lois. On tente d'invisibiliser ces personnes-là en ce moment. Donc, c'est sûr que ça peut être très challengeant émotionnellement de sentir qu'on vous retire des droits. Là. On vous considère pas une personne à part entière. C'est extrêmement violent. Puis, elle s'est beaucoup exprimée sur ça, sur comment elle se sentait, sur comment c'est en ce moment la vie d'une personne trans. Puis je trouve ça tellement pertinent puis tellement intéressant, puis il faut écouter ça parce que c'est un discours qu'on n'entend vraiment pas souvent. Puis je pense que honnêtement, tout le monde devrait écouter au moins une fois dans sa vie c'est quoi la réalité d'une personne trans pour, même si vous n'arrivez pas à tout comprendre, juste essayer de vous mettre à la place de cette personne-là, comprendre comment elle se sent. Je pense que c'est vraiment, vraiment extrêmement nécessaire. Puis j'ai trouvé ça beau parce que je trouvais que ça finissait avec un peu d'espoir, cet épisode, même si on traite de sujets quand même difficiles. J'ai vraiment senti que, il y avait peut-être un petit peu de lumière au bout de ce chemin-là. Fait que je souhaite que ce soit ça. L'avenir nous le dira. Mais voilà, là-dessus... je vous souhaite un bon épisode. Céleste, comment tu vas? Je survis. Ouais. C'est pas la meilleure journée au monde, en sachant qu'il y a des personnes trans un peu partout dans le monde qui meurent. En effet. Est-ce que tu veux nommer un peu... tu me disais tout à l'heure, là, avant qu'on commence l'épisode, qu'il s'était passé des choses quand même importantes aujourd'hui. Est-ce que tu as envie de les nommer? Oui, notamment aux États-Unis, maintenant la Cour suprême des États-Unis a dit que les États sont obligés à permettre des interdictions de livres à avoir place et seulement interdire les livres contenant des personnages gays ou trans. C'est-tu vrai? C'est vrai. Et cette même cour, la semaine passée, a statué que les interdictions de soins d'information de genre ne sont pas la discrimination sur la base du sexe, parce que c'est la discrimination sur la base de la dysphorie de genre, qui apparemment n'est pas reliée au sexe selon cette cour, mais c'est juste de la bullshit. Mon Dieu. Ça fait peur. Ça fait extrêmement peur. Oui. Vraiment. C'est fou. Tu sais, on retourne quelques années en arrière, j'aurais jamais cru que ça, c'était possible. Moi non plus. Genre, ici au Québec, on parle d'une interdiction des femmes trans des prisons pour femmes, ce qui a jamais été quelque chose auquel même nos politiciens aient pensé jusqu'à tout récemment. Puis, ailleurs dans le Canada, en Alberta, il y a eu une interdiction des soins de santé transformatifs qui fait, au moins, bonne nouvelle. Ça venait d'être enjointe par la Cour du banc du roi de l'Alberta aujourd'hui. Donc, ça ne va pas rentrer en vigueur, mais juste le fait même que ces lois traversent les frontières, ça fait peur. Oui, vraiment. Puis, je me demandais, j'ai vu quand même passer dans l'actualité récemment qu'il y a eu le comité des sages, qui a justement oui. pris plusieurs décisions, puis ça a été reproché qu'ils n'ont pas inclus des personnes
trans dans leur délibération, si on peut dire ça comme ça. Là, mais c'est plus que le comité a été fait pour exclure les personnes trans d'emblée. C'est un comité qui a été créé spécifiquement comme ça parce que, malheureusement, nos décideurs politiques pensent toujours que les personnes trans sont trop biaisées pour prendre des décisions sur elles-mêmes. Wow. Fait que c'est ça, ils ont pris plusieurs décisions, justement, qui amènent un certain recul là, des droits Absolument. de la communauté Absolument. trans. Ça fait peur. Ouais, vraiment. My God. Mais c'est ça, hein, faut pas se cacher la vérité, puis faut nommer ces choses-là parce que, je veux dire, on les vit. Fait que ça sert à rien de se mettre la tête dans le sable puis faire semblant que... On peut pas se faire semblant que l'on vit maintenant dans une époque féministe parce que on l'est pas pantoute. On voit les reculs des droits des femmes même dans les écoles secondaires, dans les écoles. Où est-ce que les professeurs se sentent même plus capables d'enseigner parce que leurs étudiants, leurs élèves ont comme des valeurs tellement reculées qu'ils se font interrompre par des gars qui pensent qu'ils sont supérieurs à leurs camarades filles. Juste voir tout ça se passer en ce moment, c'est du jamais vu. Et c'est effrayant. Ouais, ça n'a pas de sens. C'est vrai que c'est du jamais vu dans le sens où... tu sais, même à l'époque où c'était... Je veux dire, les femmes avaient vraiment aucun droit, là. Il y avait quand même une espèce de rapport de pouvoir avec l'autorité qui était quand même présent. Mais maintenant, on n'a plus ça non plus. Il y a vraiment comme les jeunes n'ont pas nécessairement... Puis là, je veux pas mettre tous les jeunes dans le même panier non plus, mais c'est vrai qu'il y a comme un... Il y a moins ce respect-là de l'autorité quand même, là, face aux professeurs, Absolument. Puis moins de respect envers la science, moins de respect envers la vérité et moins de respect envers, je dirais, comme l'information at large. Comment est-ce que l'on avance vers un monde qui de plus en plus est gouverné par la désinformation, par des menteries pures et simples, et par juste des personnes qui veulent triper leur pouvoir. Ouais. My God. Puis, et comment tu penses qu'on pourrait sortir de ça? Est-ce que tu penses que c'est possible de s'en sortir ou t'as pas... Honnêtement, je ne sais pas. Mais je pense que toutes les solutions qui vont nous permettre à nous en sortir seront soit trop impopulaires pour être implémentées ou seront tout simplement impossibles logistiquement à mettre en place. Mais je me dis, par exemple, il y a à peu près temps que l'on commence à mettre sous contrôle les compagnies de réseaux sociaux. Il y a à peu près temps qu'on commence à faire ça. À peu près temps que, plutôt que d'utiliser l'égalité des genres en tant qu'excuse pour promouvoir les homophobies et la transphobie, que l'on ait un gouvernement qui ait le courage d'utiliser ça pour réellement promouvoir une égalité réelle. Et juste tout ça, ce n'est pas qu'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de courage politique pour implémenter les solutions. C'est vrai. Je suis absolument d'accord avec toi. Puis avoir des réglementations sur les réseaux sociaux, ça fait tellement longtemps qu'on en parle, puis je pense qu'on fait juste attendre, retarder le moment, puis ça a des graves conséquences, parce que même si c'était fait aujourd'hui, il y a quand même toute une génération qui a vécu... Qui a déjà vécu toutes les conséquences de... Exact. Juste de l'homophobie, de la transphobie ambiante en ligne, mais aussi juste de tentatives de faire effacer justement comme leur estime de soi. Des tentatives de tout vendre pour leur corps, pour leur argent, pour tout ça. Tu vois toutes les publicités en ligne, puis comment est-ce qu'elles sont faites. C'est clairement des tentatives de faire effacer la réalité, de faire semblant que tout le monde sont des personnes comme stéréotypiques, puis utiliser ça en tant qu'outil de marketing. On est rendu là, puis je veux dire, c'est un énorme problème que nous avons écrit en tant que société. Puis c'est notre devoir à le régler avant que ça ne cause encore plus de dommages. Ouais, je peux pas être plus d'accord avec toi. Moi, j'ai l'impression, par contre, là, malheureusement, que... Puis c'est peut-être parce que je suis un peu cynique, mais j'ai comme l'impression qu'on va devoir rentrer dans le mur puis tomber le plus bas possible avant de pouvoir se relever. J'ai pas l'impression que les gens vont prendre action puis vont changer les choses. J'ai vraiment l'impression absolument. qu'on va... Genre, tiens, l'ONU, juste pour dire, j'ai un bac en droit, c'est pourquoi je parle autant de droit ici. Mais l'ONU a été créée après l'Holocauste, après que des dizaines de millions de personnes, incluant plus de 6 millions de Juifs, ont été tués, génocidés.
dans une guerre menée par le nazisme, par comme des idéologies haineuses. Et l'on se trouve dans la même chose en ce moment. Le trumpisme, c'est une forme moderne de nazisme. C'est une forme moderne de cette même idéologie qui dicte que certaines personnes sont supérieures à d'autres. Et je ne pense pas qu'assez de monde comprend ça et comprend à quel point est-ce que tout le statu quo que nous avons acquis durant les 50, 80 dernières années, un statu quo de paix relative, de possibilités relatives, se fait complètement effacer devant nous. Parce que, tu sais, ma vie, il y a plus que juste la bourse. Il y a aussi l'amour. Il y a être. Il y a plus que juste avoir. Il y a tout ça. Puis, on n'en parle pas. T'as vraiment raison. Mais oui, absolument. Oui, on est vraiment en train de marquer l'histoire de la mauvaise façon, là. Puis, j'en reviens pas qu'on répète des erreurs. C'est justement le génocide qui se passe en Palestine. Puis je comprends pas qu'on répète des erreurs. Alors qu'on vient de vivre les erreurs il y a vraiment pas si longtemps. Il y a comme 2 générations, là. Puis, oui, nos grands-parents ont vécu l'Holocauste. Fait que c'est complètement débile, là, quand on y pense. Mais c'est ça. Oui. On dirait que j'ai pas de solution. C'est ça. Mais je pense qu'il faut en premier nommer l'ennemi. Il faut nommer le fascisme pour qu'est-ce qu'il est. Et je pense que bien trop de personnes dans ce monde-ci, surtout les personnes ayant plus de pouvoir dans la sphère politique et comme ça, ne nomment pas le mot fascisme. Ils ont peur. Comme si c'était quelque chose qui était tellement mis à part que c'était impossible à nommer. Mais le fascisme, c'est une menace réelle et contemporaine. On fait semblant que ce n'est pas. Mais il y en a du monde qui meurt déjà à cause du fascisme. Il y a déjà des personnes qui se font lyncher, littéralement. Des personnes noires lynchées dans les arbres. Ça se passe en 2025. Des personnes trans aussi lynchées. Je sais que c'est des mots assez forts, mais c'est le statu quo. Et on fait semblant que c'est pas le cas quand ça l'est. Mm-hmm. Puis comment tu te sens dans tout ça, mettons, en tant justement que militante? Comment ça t'atteint tout Honnêtement, ça? je ne sais pas. Parce que j'aurais espéré que lorsque j'ai commencé à militer il y a quelques années, c'était quand même un contexte dans lequel les choses étaient relativement positives. Où est-ce que je pouvais quand même parler à d'autres personnes? Où est-ce qu'on pouvait quand même prendre un peu les droits humains en tant que chose acquise ou au moins le paradigme des droits humains en tant que quelque chose que l'on va accepter. Mais de nos jours, ce n'est plus quelque chose que l'on peut prendre pour acquis. C'est quelque chose qui doit être lutté pour. C'est quelque chose il faut que nous justifions notre présence, voire même notre existence. Et ça blesse. Ben complètement. C'est d'une grande violence, là. Absolument. D'une violence extrême. Surtout lorsque tu vois comment est-ce que les groupements trans, leurs principaux arguments, c'est que les personnes trans n'existent pas. Les jeunes trans n'existent pas. Puis, souvent dans le langage, je vais représenter ça. On va changer les mots identité de genre pour idéologie du genre. On va dire que les enfants trans n'existent pas, sont plus des enfants dysphoriques du genre plutôt que des enfants trans. Et comme ça, on va manipuler le langage, changer les mots pour faire effacer la réalité complète d'une communauté afin de rendre ça plus facile à les déshumaniser. C'est complètement fou. Puis je suis sûre qu'il y a plein de gens qui réalisent pas du tout ça non plus, là. Absolument. Puis j'en vois du monde qui peut-être le disent très casually, comme par exemple, que l'identité de genre, c'est une théorie, on va dire, la théorie du genre des médias. Mais en même temps, c'est cette même violence qui devient de plus en plus visible. Cette même violence qui prend de la place dans les milieux, pardonnez-moi français, mainstream. Puis comment est-ce que ça mène à créer un peu une novlangue haineuse. Ça mène à créer comme une bulle dans laquelle la haine peut davantage prendre la place. Mm-hmm. Absolument. Ouais. Puis la question, c'est jusqu'où ça va aller, tu sais, dans le sens que, comme tu dis, justement, on essaie de vous invisibiliser, on vous invalide totalement, on invalide votre existence, puis comme peut-être que, je veux dire, ça va aller plus loin là, que ça encore. Absolument. Puis, je veux dire, la réalité, c'est que, en ce moment, il y a des pays aussi proches que les États-Unis où est-ce qu'on parle d'une réelle crise des réfugiés. Une crise des réfugiés trans
que ce soit les personnes ayant immigré aux États-Unis auparavant ou les personnes nées aux États-Unis, des citoyennes états-uniennes qui essaient de s'enfuir. Certaines vont même aller demander l'asile ici. Puis j'en parle pas juste d'un seul cas isolé, mais de plusieurs personnes qui ont déjà essayé de demander l'asile ici au Canada. Ce chiffre risque de seulement augmenter avec les mois qui viennent, avec la déshumanisation qui augmente. Et c'est sûr qu'en ce moment, malgré tous les efforts de peut-être quelques politiciens locaux, ça reste que il y a juste tellement de déshumanisation envers les personnes trans que la violence de rue et juste les violences non sollicitées comme ça redeviennent quelque chose de commun. Toute histoire de cauchemar de personnes trans qui se font battre dans la rue, on en entend ici. À Maniwaki, juste un peu au nord de Gatineau, on a rapporté le Journal de Montréal a rapporté qu'il y avait une pétition signée par 500 personnes qui réclamait la mort d'une TikTokeuse transféminine habitant à Maniwaki. Imagine ça. Au Québec. Ouais. Quelle société. Puis est-ce que, en tant que personne trans, est-ce que ça t'est déjà arrivé de vivre ça? À Montréal, il y a quand même une plus grande ouverture, mais reste qu'il peut y avoir des clivages quand même? Absolument. Les commentaires haineux, j'en reçois plein. Puis je vois souvent comme... Il y avait une époque où est-ce que je me sentais peut-être à l'aise à porter un t-shirt disant « Protect Trans Kids », quelque chose. Genre, pour essayer de visibiliser la cause. Mais depuis un bon bout, c'est juste trop dangereux. J'ai souvent une tendance à essayer de un peu cacher ma transidentité en public, même si je sais que c'est pas possible vu mon autre visibilité, mais ça reste que on est dans un contexte beaucoup plus dangereux que ça l'était il y avait 10 ans, ou même 5, allez, 10 ans, même il y avait 20 ans, je dirais. Ah ouais, hein? On a vraiment reculé longtemps, puis je dirais que la haine ambiante envers les personnes trans maintenant est un niveau jamais vu. C'est comme si la haine était complètement décomplexée en ce moment, j'ai l'impression. Oh, 100%. C'est qu'il y avait une époque où est-ce que la haine était limitée à plus rire à des caricatures sur la télévision. Puis, je veux dire, ça, c'est une violence, mais il n'y a pas de monde qui meurt à cause de ça. Mais c'est sûr qu'il y a aussi des personnes gays, des personnes trans qui se sont faites tuer par l'homophobie, la transphobie, durant comme nombreuses années. Jusqu'à maintenant aussi, on en voit des cas de personnes trans qui font tuer tout le temps. Mais les cas de meurtre par cause de transphobie augmentent en flèche en ce moment. Puis on parle de meurtre dans des pays aussi proches que... Mais on en ressent surtout aux États-Unis en ce moment. Mais il y en a également quelques cas historiques ici au Québec. Puis si tu as connu le cas historique Assis Thibert, une travailleuse du sexe trans qui a été tuée en toute violence, il y avait comme, je pense, presque 10 ans maintenant. C'est malheureusement des instants que... disons, des instances de meurtre qui vont devenir de plus en plus communs dans les années à venir à cause de ça. Elle a des conséquences. Puis on fait semblant que ce n'est pas un enjeu de droits humains ou de santé publique, mais ça l'est. Et les personnes qui meurent. Absolument, absolument. Puis j'ai l'impression que les gens, sous prétexte que c'est soit pas leur cause ou qu'il se passe plein de choses dans le monde en ce moment, peut-être se sentent moins concernés. Mais si on veut que les choses reviennent, du moins rebasculent dans le côté un peu plus humain et positif, je veux dire qu'on arrête de reculer comme on le fait en ce moment, mais il faut que tout le monde se sente concerné, il faut que tout le monde agisse. Je pense ultimement, il faut se rappeler que tous les droits humains sont reliés les uns les autres. Mm-hmm. Par exemple, tous les arguments utilisés pour justifier les interdictions de soins de santé pour les personnes trans sont les mêmes utilisés pour justifier les interdictions d'avortement. Les mêmes arguments juridiques utilisés pour justifier la loi 21 sont les mêmes qui sont utilisés pour justifier les droits anti-trans en Saskatchewan. Toutes ces tentatives d'enlèvement des droits sont reliées les uns les autres. Et je veux dire, que ce soit la lutte pour la Palestine, la lutte pour les droits des personnes trans, les luttes féministes, les luttes queer at large, ou même les luttes antiracistes, ou les luttes décoloniales, ou toutes les autres luttes pour la justice sociale, il faut se dire, ils sont toutes reliés. Il faut que l'on arrête de faire semblant
chaque droit humain peut être compris tout seul. Parce que cette logique erronée que malheureusement nos autorités gouvernementales continuent à avoir, cette logique erronée ne peut tenir. Mm-hmm. Puis s'il y a des gens qui écoutent en ce moment puis qui ils ont envie d'agir, ils ont envie de justement se battre pour la cause, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Je veux dire, premièrement, venez aux manifs queer, il y en a plein chaque année. Puis venez à nos événements. Supportez nos artistes. Joignez à notre cause. C'est pas quelque chose qui est nécessairement comme... Il n'y a pas de manière unique de se joindre, mais il y en a plein de manières à soutenir les personnes trans autour de toi. Puis donner un petit coup de main à même comme une voisine trans, ça peut déjà faire toute la différence. Puis qu'est-ce que tu dirais aux gens qui pensent que... Tu sais, je trouve que j'entends beaucoup ça. Ah, c'est quoi à quel point j'ai le droit d'être un allié ou j'ai le droit d'aider, c'est pas ma Honnêtement, cause. je le dire, n'aie pas peur d'aider. C'est... Peut-être que tu sais que ça peut faire peur, parfois prendre trop de place, et ça se comprend. Mais peu importe la cause, tu peux toujours te montrer en solidarité. Et une chose que je recommande fortement, c'est toujours d'aller demander. Voir des personnes concernées, dans jaser avec eux autres, demander « Hey, quoi puis-je faire pour toi? » Tu sais, des choses comme ça. Ça peut faire toute la différence. Puis on fait semblant que ça ne fait pas de différence, mais réellement, ça peut sauver des vies. Et c'est ça que je veux ultimement, c'est que je veux que le monde voit ça en tant qu'une possibilité. Mais j'espère que les gens sont à l'écoute puis que ça fait son chemin en eux. Je le souhaite vraiment. Parce que c'est la seule chose qu'on peut faire. C'est le seul pouvoir qu'on a en ce moment. C'est le peu qu'on peut faire, oui. Ouais, exact. Peu qu'on peut faire. Ouais. Mon Dieu. Fait que là-dessus, est-ce que ça tente de plonger dans le sujet qui est la sexualité? Je sais que tout est relié puis on risque de rebondir sur des choses qu'on a déjà nommées. En fait, je veux dire, la transidentité. Oh, absolument. Faisons ça. Donc voilà, la première question, c'est un peu te présenter, fait que me dire qui tu es, t'as quel âge, puis qu'est-ce que tu fais dans la vie. Parfait. Moi, c'est Céleste. Je suis une femme trans, militante transféministe, transféminine, juriste, j'ai un bac en droit, pas encore avocate, mais je travaille là-dessus. Puis, je fais bien trop. Je sais pas comment je peux résumer qu'est-ce que je fais, mais ouais, je milite un peu trop dans la vie. Principalement pour les causes trans, mais aussi toutes les autres causes féministes et de justice sociale. Mon Dieu, gros mandat quand même. C'est énorme. Je pense que ça s'entend dans la voix qui est assez fatiguée aujourd'hui. Oui, avec raison, là. Je comprends absolument. Puis, est-ce que parler de sexualité, c'est tabou pour toi ou est-ce que ça l'a déjà été? Honnêtement, je le dirais, la sexualité, c'est le genre de choses qu'on essaye de nous enseigner en tant que chose taboue. C'est quelque chose que l'on essaie de faire semblant et comme tellement limité, puis on essaie de nous empêcher d'apprendre sur ça. Mais depuis que j'ai fait ma transition, depuis que j'ai pu apprendre, c'est plus tabou pour moi, du tout. Mais en même temps, je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et beaucoup de monde ont peur de s'assumer, de dire ça. Mm-hmm, absolument. Est-ce que tu serais à l'aise de me parler un peu de ton parcours, de ton enfance, de quand est-ce que tu as réalisé que tu étais une personne trans, puis surtout à l'époque, est-ce que ça on en parlait tant que ça? Est-ce que tu as vécu dans une espèce de flou pendant quelques années? C'était quoi la relation avec tes parents? Parfait. J'ai pas mentionné tous les détails, mais j'ai fait mon coming out à l'âge de 16 ans. OK. Et durant une période de temps où est-ce que notre identité, quand quelque chose qui était parlé de relativement positivement, c'est une époque durant laquelle les ressources commençaient à se mettre en ligne, puis il y avait des informations disponibles publiquement sur la transition, contrairement à nos jours. Moi, je n'ai pas pu bénéficier de l'aide d'organismes communautaires pour initier ma transition, mais c'était plus parce que je ne les connaissais pas, plus qu'autre chose. Donc, je dois dire, c'est sûr que les choses ont évolué beaucoup. Disons que lorsque moi, j'ai commencé ma transition, c'était plus facile que maintenant. OK. C'était en quelle année? 2020, 21-ish. OK. Puis, y a-tu eu un temps entre... tu dis que c'est vers 16 ans que tu as su
le moment où tu as su versus le moment où tu as eu accès à une transition? C'était environ en même temps. En même temps, OK. Ça s'est fait quand même rapidement. Ben, ça a pris quand même plus d'1 an pour moi d'accéder à les soins médicaux, entre autres. Donc, disons que les files d'attente sont des problèmes énormes, puis les compressions en santé tuent des jeunes. Oui, je comprends, parce qu'il y en a, dans le fond, tu es en train de dire qu'aujourd'hui, c'est le temps serait beaucoup plus long. Une personne qui veut avoir... Mais ça a vraiment été long pendant tout le temps, je dois le dire. OK. Donc, c'est juste un problème qui continue, puis que je dirais ne s'est qu'empirer avec la COVID-19. OK. Puis, je veux revenir au moment où tu as su, en fait, est-ce que... Fait que tu as vraiment su à 16 ans. Avant ça, comment tu te sentais? Est-ce que tu étais quand même bien? Juste mal. Tiens, mal, mais sans savoir. Donc, être un peu dans le néant, pas avoir de mots pour l'écrire tout, puis juste sentir bizarre. Puis être, tiens, la personne bizarre en classe. Disons ça comme exemple. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Juste différente. Tiens, j'avais pas les mots à l'époque, donc je sais pas comment est-ce que je peux le dire, peut-être un peu queer ou quelque chose, mais c'est sûr que j'en savais rien à l'époque. Je savais pas c'était quoi le mot trans, genre en transgenre, jusqu'à peut-être au moment même que je fais mon coming out. Puis c'est une époque durant laquelle, ben, c'est juste que j'ai rien appris. Je savais rien. J'étais dans le vide. Parce que, disons que je n'ai pas reçu d'éducation à la sexualité. Puis je n'ai pas pu apprendre grand-chose de mes autres cours non plus. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Il n'y avait pas vraiment de cours de sexualité à l'école. Puis, est-ce que tu es à l'aise de parler un peu de justement ta relation avec tes parents? Est-ce qu'il y avait une certaine ouverture à parler de sexualité? Non, pas pantoute. OK, ouais. Je mentionnerai pas plus de détails, mais disons que c'est pas facile aussi d'être une famille immigrante aussi. Donc, ça fait aussi partie de mon parcours, même si je suis née ici au Québec. Mm-hmm. Je comprends absolument. Puis comment t'as su? Est-ce que c'est vraiment te taper sur Internet, t'es allé faire des recherches? Entre autres, ça, des forums en ligne, surtout des forums gérés par les personnes trans et d'autres milieux comme ça. Je les appelle un peu des babillards en ligne, mais souvent ceux-ci sont les seules ressources disponibles pour certaines personnes trans à plusieurs endroits dans le monde. Puis j'ai pu bénéficier de ça grandement. Mm-hmm. Puis est-ce qu'à ce moment-là, tu as réussi à créer des liens avec d'autres personnes qui s'interrogeaient ou qui étaient déjà en fait, affichées non. comme... Non. L'ironie, c'est que je ne connaissais aucune autre personne trans à Montréal jusqu'à temps que j'ai commencé à travailler dans un organisme communautaire. OK. C'est un peu ridicule, mais si tu cherches pas, tu vas pas en trouver. Ouais, je comprends. Puis, qu'est-ce que ça fait pour toi d'entrer en contact avec des personnes qui étaient comme toi, qui avaient vécu des choses similaires? Est-ce que ça a fait du bien? Ça fait du bien. Parce que ça casse l'isolation, puis ça crée comme un certain sentiment de solidarité qui autrement n'existerait pas. Dire notre communauté est quand même assez insulaire et petite, donc c'est dur pour le monde à venir nous joindre en premier lieu. Mais dès qu'il y a du monde qui peut rentrer en dedans, les choses, dès que tu rentres en dedans, ça devient bien plus facile à rencontrer d'autres personnes. Mm-hmm. Puis on a aussi des personnes qui se retrouvent vraiment dans les quartiers spécifiques, dans les endroits spécifiques. Par exemple, c'est beaucoup plus facile à trouver des personnes trans, disons, au Schlag ou comme dans le plateau, plutôt que, genre, je t'explique pour Montréal, c'est sûr, versus, disons, à Laval ou à Longueuil. Donc, il y a toutes ces réalités ici aussi que j'ai l'impression souvent que l'on n'en parle pas, mais qui quand même peuvent changer toute l'expérience entre si une personne va entendre parler de personnes trans ou non à un âge donné. Mm-hmm. C'est vrai que ça doit faire toute la différence. Une personne qui n'a jamais été en contact avec une autre personne trans, qui n'a jamais... C'est ça, tu sais, je veux dire, ça reste un concept flou pour cette personne-là qui n'est pas capable d'humaniser absolument. Les gens qui le sont. Les statistiques le montrent récurremment que l'un des principaux facteurs qui augmente
les chances qu'une personne soit une amie des communautés trans, c'est d'avoir une amie trans, de connaître d'autres personnes trans, c'est d'avoir un visage sur lequel on peut mettre justement ce label de personne trans. Parce que je veux dire, souvent les médias, c'est quelque chose que l'on va présenter de manière théorique, que l'on va présenter d'une certaine manière où est-ce qu'on cache nos visages, on cache nos identités. Mais lorsqu'on y met avec un visage, ça fait... C'est un être humain. Mais oui, exact. C'est comme ça pour toutes les causes, en fait. Là, dans le sens... Oui. C'est sûr que c'est ça. Les causes, en fait, ça prend de l'empathie. Ça prend des émotions reliées à ça. Précisément. Oui. Est-ce que tu voudrais me parler un peu de ta conception de l'amour? C'était quoi ta conception de l'amour quand tu étais enfant? Ben, tu sais, le modèle très, très comme nucléaire. Tu sais, le modèle qui a été créé par... pas nécessairement créé, mais je veux dire comme le modèle qui est constamment propagé par notre ministère de l'Éducation. C'est-à-dire maman, papa, enfant. C'est ça. J'avais pas vraiment de conception de quoi est-ce que l'amour peut être. Jusqu'à temps que j'ai fait mon communion puis tout, puis que j'ai vraiment commencé à voir dans la communauté. Mm-hmm. Puis qu'est-ce qui est apparu pour toi à ce moment-là? Comment... Je dirais c'est surtout juste voir les réalités aux autres. De voir des personnes en comme... je sens différentes formes de couple, de famille, de relations. Ben trop de pellicule aussi. Mais, tu sais, comme des relations comme ça qui... Moi, j'ai jamais appris que ça peut exister comme ça, que l'amour pouvait être comme ça. Mais, ultimement, j'ai réussi à apprendre ça quand même. Puis, est-ce que ça t'est arrivé de tomber en amour? Ben, moi, je dois dire, je suis comme... C'est dur pour moi de tomber en amour. C'est vraiment dur. Je t'ai pas encore dit mais je suis aussi survivante. J'ai survécu un épisode très sévère quand même de stalking à caractère sexuel. Okay. Qui a duré pour moi les 2 dernières années. Donc, à cause de ça, disons que j'ai beaucoup de misère à faire suffisamment confiance à quelqu'un pour tomber en amour avec elle. Donc, c'est quand même un enjeu que je veux dire que finalement, je ne vis plus, forcément, mais que quand même, c'est quelque chose que j'ai dû gérer pendant des années, puis que je peux juste pas faire confiance. Mm-hmm. Ben, je comprends absolument. Je veux dire, c'est traumatisant. Puis j'imagine que ça t'a amené à être tout le temps comme en hyper-vigilance. Oh, absolument. Pendant une bonne période de genre d'un bon an et demi, comme je dirais comme début 23 jusqu'en mi-24, j'ai dû faire attention à chaque manif parce que mon stalker allait venir à chaque manifestation que j'organisais pour essayer de me confronter. Jusqu'à temps qu'une fois, il s'est fait même arrêter par la police pour stalking après qu'elle a essayé de me confronter parce que j'ai essayé d'obtenir une injonction d'ordonnance de protection pour moi-même. C'est allé loin quand même, là. Quand même. Puis tiens, je suis d'habitude une fille à câble, je dois l'admettre. Je suis pas vraiment quelqu'un qui fait confiance à la police. Mais disons, pour me pousser tellement loin que j'ai dû contacter la police puis que j'étais allé jusqu'à bout avec eux autres, ça prend quelque chose. Puis ultimement, cette personne-ci s'est enfuie du pays. Oh mon Dieu, OK. Oui, donc le jour de mon procès, il y avait la Cour du Québec qui m'appelait disant « Hey, t'étais supposé venir témoigner aujourd'hui, n'est-ce pas? » J'ai répondu « Mon procureur dit que le procès a été annulé parce que le stalker est parti du pays. » Donc, ouais. OK, il a réussi à quitter illégalement le pays? Ben, à quitter en toute légalité parce qu'on n'a jamais confisqué son passeport, on n'a jamais mis dessus des conditions. C'est quelque chose qui a été permis par la police. Je comprends est-ce qu'après OK, je vais dire contexte. Il y a eu des accusations criminelles déposées en fin 2023 sur ce cas-ci. Et cette personne-ci est venue me stalker au moins à 3 autres reprises durant l'été 2024 sans aucune conséquence parce que
Ben, de un, que j'ai pas dénoncé ces nouveaux événements. Puis de deux, qu'il n'y a eu pas de conditions. OK. Mon Dieu. Mais, je comprends pas ça. Puis là, si, mettons, cette personne-là revient, est-ce qu'elle va automatiquement être arrêtée par la police? Oui. Donc, OK. il y a comme quelque chose qui s'appelle un mandat d'arrestation pan-canadien pour ne pas avoir comparu au tribunal à temps. Donc, ouais, si elle revient, ça va être le cas. Mais c'est aussi une personne qui, en ce moment, subit des procès en Nouvelle-Zélande pour des choses similaires. C'est une personne de la communauté qui a été auparavant trouvé coupable d'agression sexuelle envers une personne mineure. Donc, tu peux imaginer comment est-ce que c'est. Puis, j'ai pas su à l'époque. Donc, c'est une personne qui faisait du bénévolat à plusieurs manifs que j'ai organisés, notamment la marche trans. Puis, a commencé à faire des avancées sexuelles sur moi que j'ai refusées. Et donc, ça a dégénéré là. OK, ouais, quelqu'un qui est pas capable d'accepter un nom, puis qui... Il y en a bien trop de ces personnes-ci. Puis, je vais dire, malheureusement, les agresseurs, des personnes comme ça, sont présents dans toutes les communautés. Les mauvaises personnes existent partout. Mais je dis, personnellement, ça m'a beaucoup affecté. Puis c'est à cause de ça que je vais faire extrêmement attention dans la vie quotidienne. Mm-hmm. Mais oui, mais je comprends absolument, là. C'est très légitime. Puis est-ce que tu as ressenti le besoin d'aller chercher peut-être une aide psychologique? Oui, je suis chanceuse que je peux bénéficier de l'aide de sessions de psychothérapie payées par l'IVAC. Mais c'est pas tout le monde qui a ce privilège ici non plus. Non, en effet. Mais... Donc, ouais, entre autres à cause de ça, aussi à cause d'autres raisons, bien sûr, j'ai pas pu tomber en amour pendant les dernières années. Puis, je sais pas si ça se passe bientôt ou non, mais je pense que c'est une bonne chance que non. Comment ça? Juste parce que j'ai tellement de la misère à faire confiance à du monde. Mais je comprends. Est-ce que c'est quelque chose que tu souhaiterais dans l'avenir? Pas nécessairement dans 2-3 ans, mais peut-être plus tard? Oh, absolument. Un jour, en espérant. Ben, je te le souhaite aussi. Puis est-ce que c'est la même chose pour toi en amitié? Est-ce que tu as aussi cette difficulté à faire confiance? Peut-être un peu moins, mais j'ai toujours la misère. Et je le dis, c'est quelque chose que, malheureusement, je le vois un peu partout dans ma vie. C'est comme, je suis très lente à faire confiance à du monde. Je dois toujours comme regarder à mon dos, voir si tout va bien, voir comment est-ce que les choses se passent, puis tout. Mm-hmm. Ouais. Mais non, je comprends. Puis qu'est-ce que ça prend pour que ça fonctionne, pour qu'il y ait vraiment un lien qui se crée d'amitié fort, par exemple? Juste comme une connexion émotionnelle forte, puis surtout juste un sentiment d'être en sécurité. Un sentiment de savoir que c'est une personne que je suis avec une personne à qui je peux faire confiance et que je sais que j'ai pas à me faire trahir. Est-ce que tu as des gens comme ça autour de toi? Chanceuse, plusieurs. Ah, c'est fou ce que ça change d'avoir des amitiés solides autour de nous, là. Oh, tellement. Puis on n'en parle pas à quel point c'est important. Trop souvent dans le monde straight, je vois, c'est juste l'amour qui compte. Mais c'est aussi toutes ces autres personnes ici avec qui on peut dépasser nos journées avec qui on peut, tu sais, faire un peu tout avec. Je suis tellement d'accord. Mais tu vois, je savais pas que dans les communautés queer, il y avait peut-être moins cet aspect-là de l'amour à tout prix. Et je trouverais souvent que les lignes aussi entre l'amour et l'amitié sont très floues dans les communautés queer aussi. OK. Souvent, j'en connais des personnes qui dorment avec leurs amis, qui font des choses comme ça, qui facilement se laissent un peu comme aller un peu comme ça. Puis je trouve que c'est quand même quelque chose qui aide. C'est de pas nécessairement avoir des labels sur tout. Pas nécessairement de penser que chaque chose doit être dans une catégorie spécifique, que l'amour soit dans une boîte, des amitiés dans l'autre. Mm-hmm. C'est un peu la même boîte au final. C'est pas la même boîte et c'est des personnes de confiance. Oui, absolument. Oui, tu as totalement raison. Est-ce que tu serais à l'aise de me dire, mettons, c'est quoi ton rapport avec la masturbation? Ben, je veux dire, tiens, les jouets sexuels, ça fait la job. Très bien.
J'aime bien ça. Malheureusement, j'arrive pas sans jouets sexuels, mais OK. dire, tu sais, je vais pas faire de sponsorship ici, mais tu sais, les vibrateurs style comme Rabbit Oui, OK. c'est le rêve. Ah ouais, hein? C'est le rêve, puis ça fonctionne, puis c'est la seule chose qui fonctionne sur moi. Donc, ouais, c'est peut-être pas la meilleure chose au monde. Puis j'ai un peu honte à l'admettre, surtout comme ça de vive voix, mais il y a des choses comme ça qui fonctionnent. Et je veux dire, whatever floats your boat, tu sais. Ben oui. Puis honnêtement, c'est vraiment pas la seule personne qui me dit que ça prend quelque chose d'autre puis que juste les mains, ça fonctionne pas, là. Et on est quand même plusieurs à dire ça. Ouais, tellement. Et je veux dire, c'est sûr que j'ai aussi les mêmes sentiments de déception que tous les autres lorsque, tiens, par exemple, les batteries meurent, tu sais. Oui. Mais ceci sont des choses sont des expériences partagées. Puis je veux dire que je suis définitivement pas la seule à vivre ça. Oh non, absolument pas. Puis c'est quoi, comment tu as découvert la masturbation, en fait, quand tu étais plus jeune? Je pense vraiment juste comme toucher soi puis tout. Je vais admettre comme dans mon cas, c'est sûr que j'ai dû un peu tout redécouvrir après comme en fait mon coming out, après comme juste un peu de tout. Donc ça a pris beaucoup de temps à juste redécouvrir ça puis à réapprendre tout parce que je veux dire, c'est sûr que qu'est-ce que l'on enseigne, je suis comme c'est sûr que je veux dire les ressources côté femme, je trouve que c'est beaucoup plus tabou. Je trouve que dans la sphère publique, au moins, on essaie de cacher ça, on essaie de pas en parler. Et donc, la pauvreté sexuelle, c'est quelque chose que on discute pas vraiment. Mais donc, j'ai dû tout réapprendre. Donc, j'ai seulement vraiment appris comme l'année passée, si on utilise ces termes-ci. OK. Puis ça a été comment pour toi? Est-ce que ça a été libérateur? Est-ce que ça a été frustrant? Ça a été libérateur, je dois le dire. Okay. C'est juste nice de pouvoir comme finalement réussir, tu sais, réussir à orgasmer, puis réussir à se sentir bien en soi aussi, parce que je veux dire, c'est pas juste avoir des orgasmes à tout prix, c'est aussi juste sentir bien en soi, puis se sentir bien dans son propre corps aussi. Oui, absolument, absolument. Puis comme c'est tout récent, est-ce que tu as plus exploré ça de ton côté? Est-ce que tu as eu des partenaires avec qui tu peux te Vraiment plus de mon côté. Okay. Donc, parce que moi, j'ai pas eu la chance d'avoir des partenaires à qui je peux faire assez confiance pour ça. J'ai vraiment dû faire ça moi-même. Puis, disons, pour ça, c'est sûr que ça prend bien plus de lube, ça prend bien plus de choses comme ça, mais ça peut se faire également. C'est pas parce que t'as pas de partenaire que tu peux pas avoir du fun. Ben non, absolument pas. En fait, c'est comme assez nécessaire de prendre ce temps-là pour soi puis de se donner ce plaisir-là à soi. Tellement. Puis c'est pas quelque chose que... Puis pour le monde qui pense que c'est inapproprié ou quelque chose, c'est pas pantoute. Mais non, zéro, là, je veux dire. Ça fait partie de la sexualité autant que d'avoir un partenaire, là. Oui. C'est très complémentaire, selon moi, là. Oui, absolument. Est-ce que tu veux me dire par quel genre de personnes est-ce que tu es attirée? C'est principalement par la féminité, par les femmes. Donc, j'utilise les termes lesbienne, aiguine, dyke, tiens, pour me définir. OK. Je sais que c'est... Mais c'est sûr que c'est pas facile d'être une lesbienne de ces jours-ci. Je sais pas si tu connais tous tes stéréotypes là-dessus. J'en connais quelques-uns, mais je pense pas que je les connais toutes nécessairement. Genre, tu sais, la useless lesbienne. Genre, la useless lesbienne, genre une lesbienne qui ne va jamais reconnaître quand quelqu'un d'autre flirte avec elle. Ah, OK. Ouais. Je tombe clairement dans ça. C'est vrai? Ben, moi, je suis 100% comme ça. Genre, je suis pas capable de reconnaître. Oh ouais, fait que c'est les autres qui disent, hey, je pense que cette personne-là flirte avec toi. Ben, même ça, j'arrive pas à faire confiance. Je suis comme, ouais. Puis, je veux dire, si tu vas en ligne, comme tu cherches des memes lesbiennes, souvent ça parle de ça. Ah ouais? C'est un peu triste, un peu chronique, mais
Ça fait partie de la vie. Ah ouais, mais peut-être que les gens gagneraient à être un peu plus directs parfois. Ouais. Mais ça, je dois dire, parfois, genre, je vois comme des phénomènes opposés aussi se passer, tels que, je sais pas si tu connais aussi le terme U-Haul lesbienne. Non. Mais, justement, comme, lesbiennes qui déménagent ensemble. Ah oui, OK. Vraiment peu après s'avoir rencontré. Ouais. Puis qui rush tout ça aussi. Mm-hmm. C'est un peu un stéréotype qui n'est pas nécessairement vrai pour tous, mais qui l'est pour certaines. Mm-hmm. Puis toi, tu serais moins dans ça. Là. Définitivement moins. Ouais, je comprends. Puis, tu dirais que, mettons, t'es attiré par quel genre de femme? Vraiment, juste, je dirais comme des femmes qui font les bonnes choses, disons ça. Des personnes qui sont capables également de défoncer les murs, qui sont capables de s'assumer, qui sont capables de... Qui, tu sais, disons les féministes assumées qui vont aller faire brasser les choses parce que je sais que moi, j'ai besoin d'être avec quelqu'un à qui je suis comme parfaitement à l'aise avec, surtout au niveau politique. Mm-hmm. Et je veux dire comme, OK, si petit peu d'advice non sollicité ici, ben c'était comme si ton partenaire il compte l'avortement, probablement pas un bon partenaire. Non. Mais Non. Ben non. de retour à moi, ben c'est sûr que trouver comme des partenaires comme ça, c'est pas facile. Ah ouais? Je sais pas, OK. Mais je trouve comme trouver des partenaires surtout comme féministes, militantes, présentes aussi, comme ça c'est pas facile. Puis surtout dans un monde dans lequel militer vient de plus en plus avec un prix élevé aussi. Ouais, ça c'est sûr. Absolument. Est-ce que tu serais capable d'être avec quelqu'un qui, mettons, partage toutes tes valeurs, mais qui est comme, moi, je militerai pas. Tu sais, je suis d'accord, j'ai vraiment toutes ces valeurs-là, mais tu vois, moi, j'ai pas, mettons, l'énergie ou je sais pas dans ma nature de militer. Quand même, c'est une personne qui est relativement comme... qui est quand même... Disons, si c'est quelqu'un qui est quand même capable de me défendre, si la journée s'en vient, je dirais que oui, mais sinon, c'est une personne qui n'est même pas capable de se tenir à ses valeurs, dans ce cas, non. Mm-hmm. Parce que pour moi, c'est vraiment une question de valeur en premier. Est-ce que tu tiens réellement à ça? Lorsque tu dis que tu es féministe, est-ce que tu es réellement féministe ou non? T'sais? Ouais. Puis trop souvent, ça, comme il y a du monde qui se disent féministes, mais souvent sont contre l'avortement, contre les droits des personnes les plus marginalisées, ou que leur féminisme est sélectif envers juste certaines femmes, peut-être que disons, aussitôt que si tu portes un hijab, tu ne bénéficies plus de féminisme, ça, genre, avec le monde comme ça, genre, c'est faux féministe ici, j'en peux calissement pas avec eux autres. Aïe, mais c'est fou, hein, parce que c'est vrai que il y a vraiment ça qui existe. Là. C'est un peu comme un homme qui dit trop qu'il est féministe, on est comme, parce que t'es l'inverse. Prouve-le. Ouais, c'est ça, dis-le moins, puis genre, agis genre, si tes actions te montrent que t'es féministe, ben oui, t'es féministe. Je pense que c'est ça, c'est parce qu'être féministe, ce n'est pas quelque chose que l'on peut s'auto-déclarer, c'est quelque chose qu'il faut faire. Absolument, je suis totalement d'accord. Après ça, on peut le déclarer aussi, mais c'est vrai que, ouais, ça peut être... Mais tu vois, c'est étrange parce que moi, mettons, dans les gens autour de moi, oui, je peux avoir des gens qui se disent féministes que finalement, je remarque qu'ils sont pas tant, mais j'ai plus souvent l'inverse, des femmes qui savent même pas encore tant que ça, qu'est-ce que ça veut dire le féminisme, ou qui pensent que ça les concerne pas nécessairement. Il y a encore ça quand même, tu sais. Je veux dire. Puis je sais, souvent, ce sont des mots, ce sont des labels, ce sont des mots que l'on assigne à des concepts. Puis c'est sûr que le féminisme, c'est tellement quelque chose de large que c'est pas nécessairement facile à se qualifier en dedans. Mm-hmm. Et c'est sûr que moi, je vois les actions. Genre, disons, par exemple, tu restes dans une ville, disons si tu fais toute la route de Montréal à Québec pour venir manifester contre des anti-choix, ça, c'est quelque chose que je trouve extrêmement hot. Mm-hmm. Puis je trouve, genre, ça bien plus que, genre, des seins ou comme des attributs physiques. Ouais, mais oui, absolument. Vraiment. Puis je sais pas quand même, c'est malgré ce que
ce que je viens de dire par rapport au féminisme, je trouve quand même qu'il y a eu une grande évolution dans les dernières années. Mettons, je dirais surtout depuis comme la vague MeToo, là. Oui. Je trouve que les femmes se sont vraiment plus intéressées au féminisme, ont vraiment plus pris action. Je trouve qu'il y a une solidarité féminine qui est plus présente, qui clash avec le recul en ce moment. Je sais pas si tu le remarques aussi. C'est sûr que dans les milieux plus féministes, on s'assume de plus en plus. Et ici, disons, ici au Québec, genre, je veux dire, le milieu féministe est maintenant résolument contre la loi 21. Résolument pour les droits des personnes trans. Résolument pour comme toutes ces valeurs positives qui sont ancrées non seulement dans le féminisme, mais aussi la défense des droits à tout le monde, dans l'humanisme, dans l'humanitarisme et dans tous les principes, justement, comme juste dans les bons principes. Et ça, je veux dire, c'est quelque chose qui fait chaud au cœur à voir. Puis je veux dire, c'est la même chose qui s'applique pour le mot « aller ». Je sais que bien trop de monde aime dire « aller des personnes queer »,« aller des personnes trans ». Mais être aller, c'est un verbe, puis je peux voir quand c'était un aller ou non. Ouais, ça se voit assez rapidement, là. Ouais, absolument. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un... Est-ce que tu penses qu'il y a quand même un clivage qui se passe dans la population, où c'est comme deux pans de la population qui s'en vont vraiment pas dans la même direction? Oui, je dirais ça. Puis surtout, comme c'est pas vraiment nous qui allons plus à gauche, mais l'autre part qui va à droite. Ah oui. Parce que, je veux dire, je sais pas si tu connais le concept de la fenêtre d'Overton. Non. Je pense que je devrais le nommer ici. C'est l'idée que le discours public, généralement, se passe dans une fenêtre donnée. Une fenêtre qui est mobile, qui peut être bougée. Mais c'est sûr que si c'est quelque chose qui est en dehors de cette fenêtre-ci, ça risque d'être rejeté. Donc, par exemple, il y avait toute une époque dans laquelle faire un symbole nazi serait instantanément quelque chose qui te ferait comme dire, en bon français, canceller, avec raison. Mais depuis que Elon Musk a fait son salut nazi en janvier, c'est rentré dans la fin d'Overton, donc ça veut dire que c'est redevenu quelque chose de genre qui est quand même marginal, mais qui va plus te faire perdre ta job, tu sais. Mais c'est ça qui est fascinant. C'est ça qui se déplace. C'est comment est-ce que les discours d'extrême droite se font de plus en plus normalisés. Puis progressivement, on enlève le qualificateur extrême de droite. Donc, il y avait une fois où est-ce que demander l'interdiction des soins de santé trans, par exemple, était vu en tant qu'une position d'extrême droite. Interdire les plans trans et toilettes pour femmes, c'était vu comme une position d'extrême droite. Maintenant, c'est devenu une position de la droite conservatrice, tout simplement. Parce que c'est plus considéré extrémiste. Ben voyons donc. Mais c'est ça qui est un peu aberrant. Tu sais, en plus, quand il a fait le salut nazi, tout le monde a fait un débat sur c'était-tu vraiment un salut nazi? Je sais pas. OK, je veux dire, sa fille a dit que c'était un salut nazi. Les nazis ont dit que c'est un salut nazi. Mais il y a quelques organismes qui ont refusé à le nommer. Quelques organismes, quelques politiciens, d'autres personnes. Surtout même des organismes de défense, des droits contre l'antisémitisme, puis tout, ont refusé de statuer là-dessus. Est-ce que tu penses que c'est une forme de déni, de comme si si on dit que c'est vraiment ça, ça va mal, puis on aime mieux faire semblant. C'est une forme de déni. Ouais, hein? À un certain égard. Puis j'ai comme l'impression que c'est comme si les gens, justement, moi c'est un peu le feeling que j'ai autour de moi, puis je pense pas qu'on peut blâmer les gens pour ça, mais en même temps, faut sortir de ça. C'est que j'ai l'impression que les gens sont tellement comme dépassés par ce qui se passe qu'il y a justement un déni qui embarque de faire... Absolument. Ben, on accepte que tout ce qui va se passer dans le futur aura pas de calice de bon sens. Fait qu'on va juste faire comme ça n'a pas de crise de bon sens, mais c'est comme si on se lève pas là avant qu'il soit trop tard pour vraiment empêcher que ça aille plus loin, tu sais. C'est pas juste les élections, c'est pas juste au jour des élections que tu votes pour le changement puis c'est fini. Parce que, tiens, je veux dire, il y a plein de choses qui continuent à se passer. Il y a le génocide en Palestine qui continue. Il y a un projet de génocide contre les personnes migrantes et les personnes trans aux États-Unis qui commence. Il y a des attaques constantes sur les droits des personnes marginalisées, ici et ailleurs. On essaie de renforcer la loi 21 plutôt que de l'abolir. On essaie de dénier les droits aux personnes trans plutôt qu'en accorder plus. On continue à tenter de remettre en débat le paradigme même des droits humains, quand on devrait plutôt être en train de parler de le protéger. Alors, aujourd'hui, c'est le 5e anniversaire de la Charte québécoise, de l'instrument juridique qui, justement,
entre autres, a accordé aux femmes mariées l'égalité en 1975 et a été l'un des premiers instruments dans le monde à accorder une protection sur la base de l'orientation sexuelle, entre autres. Donc, on parle quand même de quelque chose qu'il faut qu'on valorise, qu'il faut que l'on protège. Parce que je veux dire, si on protège pas ça, quoi d'autre est-il? Est-ce qu'on veut revenir à l'état médiéval ou est-ce que, disons, qui gagne c'est qui réussit à enlever la tête de l'autre gagne, tu sais? Parce que j'ai l'impression que en ce moment, on s'avance vers une nouvelle forme de médiévalisme, puis pas la bonne forme avec des châteaux, puis des chevaux, puis tout, puis... Ouais, plus le côté barbare. Oui, exact, ça. On s'avance vers une époque de barbarisme comme ça. Ouais, puis la haine de tout ce qui est différent de nous, puis il y a vraiment quelque chose... C'est comme si les gens ont eu peur dans les dernières années, puis là, ils sont comme, je vais me réfugier dans ce que je connais, puis je vais rejeter tout le reste, puis c'est zéro logique, là. Absolument. Mais puis il y a l'affaire aussi, un peu comme tu disais tantôt, toutes les causes sont reliées, puis moi, ça me fascine de voir, mettons, aux États-Unis, certaines femmes qui ont fait... Ah ouais, ben là, moi, je pensais pas... Tu sais, qui ont voté pour Trump, non? Puis qui ont fait, ben là, moi, je pensais pas être atteint dans ce qu'il allait faire, parce que je suis une femme blanche, fait que moi, je pensais que je serais correcte. Tellement de personnes sont... Voyons donc! Tellement de personnes sont dans le déni sur ça, pensent que ça les concerne pas. Quand ça les concerne, c'est ça. Personne n'aurait pensé que le droit d'avortement aux États-Unis allait être enlevé il y avait 10 ans. Mais regarde maintenant où est-ce qu'il y a des femmes mortes, des cadavres, qu'on force à faire gémiter des bébés en dedans parce que on force à faire ça à cause de droit anti-avortement. On force des cadavres à donner naissance. Imagine. Puis la population se révolte pas. Ben, ça commence, mais ça meurt bien trop peu. Je veux dire, c'est nice comme une ronde de manif pas de droit, mais assez ride, je veux dire, aux États-Unis, je pense que ça prend une nouvelle révolution américaine. Mais tu penses que c'est possible que ça se passe? Ça se peut, mais je pense qu'en ce moment, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de personnes qui se sentent directement affectées, qui sont prêtes à embarquer en dedans. Mais c'est tout le temps ça. Puis c'est ça aussi, les dictatures puis les situations politiques vraiment extrêmes, ça se passe tout le temps très lentement. Et dans l'apathie, surtout. Dans une certaine apathie, un certain déni. Puis quand les gens se rendent compte que OK, ben là, il aurait fallu que j'agisse il y a genre 1 an ou 2 ans. Et là, il est comme trop tard. Une grenouille, oui, c'est une grenouille morte. Ouais. Fait qu'en tout cas, c'est déprimant. Retour au sujet comme ça. Oui, c'est ça. OK. T'es quel genre d'amoureuse dans la vie? Peut-être que t'as pas eu l'occasion de l'être, mais si tu t'imagines, mettons, dans une relation, tu penses que tu serais quel genre d'amoureuse? Juste... tu sais, affective et surtout présente. Parce que je veux pas être comme... C'est sûr que dans la vie comme quotidienne, je suis souvent je suis une vie quand même relativement nomade, très on the go, je voyage beaucoup pour la job. Je fais beaucoup de choses comme ça qui me mettent ailleurs, hors de ma zone de confort, puis tout. Mais surtout comme dans les endroits non familiers. Mais je veux que ça, pouvoir créer un lieu de familiarité, créer comme un lien de confiance, puis surtout maintenir ça et faire ça ce que, tiens, si éventuellement je me réussis à trouver une partenaire, que je puisse juste être un endroit safe pour elle. C'est beau ça. Puis est-ce que tu vu que tu dis que t'es pas mal, t'es nomade et tout, est-ce qu'un jour t'aimerais peut-être plus t'attacher à un endroit ou tu préférais avoir une partenaire qui te suit un peu là-dedans dans ce mode de vie? C'est un peu les deux. Mais je veux dire, c'est sûr que, au moins pour l'instant, genre pour moi, Montréal sera toujours un endroit auquel je suis enracinée puis que j'habiterai. Et c'est sûr que je peux pas être en voyage tout le temps. Tu sais, l'année passée, je pense que j'ai spendé comme un bon 90 jours genre hors Montréal. Oh mon Dieu, quand même beaucoup. Mais je sais que c'est bien fatigant parfois. Puis je me dis, c'est sûr qu'un jour, j'aurai besoin de me reposer. Puis ça veut dire que je dors dans mon appart jusqu'à l'après-midi pendant un mois de suite. C'est ça que ça prend. C'est ça que ça prend. Mm-hmm. Puis est-ce que tu t'imaginerais un endroit justement où tu pourrais te poser? Est-ce que ce serait Montréal? Est-ce que ce serait ailleurs?
je serais ici. Parce que, je veux dire, j'ai grandi cette ville. J'ai grandi dans les banlieues. J'ai déménagé ici maintenant 4 ans. Puis, je suis comme devenu un peu trop habituée maintenant à juste vivre dans cette belle ville. Et même si je peux me voir comme aller ailleurs de temps en temps. Puis souvent, je suis ailleurs, je suis dans des endroits très différents. Parfois en campagne, parfois comme dans d'autres villes, un peu partout, t'sais. Mais je me dis, il y a toujours juste un certain degré de familiarité avec moi, juste à pogner un Bixi puis aller comme descendre les rues, puis voir le monde. Ça, c'est comme, il y a quelque chose d'un peu irremplaçable avec ça, puis dire, je peux pas me voir vivre une vie similaire ailleurs. Je comprends à 100%. Puis, OK, question hypothétique. On plonge dans la sexualité à fond. Si, mettons, là, t'es en train d'avoir un rapport sexuel avec une autre personne, il y a une confiance qui s'est bâtie, tu te rends là, mais tu prends pas nécessairement de plaisir, ou c'est juste, c'est pas exactement ça, tu sais. Est-ce que t'es capable de le nommer ou pas? Seulement, je le nommerais. Ouais. En même temps, je veux dire, la sexualité, ça se fait selon le nombre de personnes présentes. Je sais que souvent dans les communautés trans, c'est souvent pas nécessairement 2 le chiffre, donc je vais le nommer comme ça, mais c'est sûr que ultimement, le but c'est que tout le monde ait du plaisir. Puis ça, je vais le dire, moi c'est sûr que j'ai nommé ça. C'est sûr que si moi ça fonctionne pas, je vais le dire. Mais si ça fait plaisir à une partenaire éventuelle, c'est sûr qu'on peut continuer aussi, tant aussi longtemps que je consens. Oui, absolument. Mais oui. Puis, est-ce que c'est facile pour toi, justement, la communication? Je dois admettre, c'est pas la chose la plus facile, mais je dois le dire, c'est tellement essentiel. Même juste avec même les amitiés un peu plus floues comme ça aussi. Genre, j'ai quelqu'un comme ça. Puis, même ça, c'est précisément la communication qui m'a permis à amener ça jusqu'à ces relations jusqu'à leur point actuel. C'est en dressant clairement les lignes, parler des personnes avec qui je pourrais peut-être caresser pas un bon bout, mais par exemple, pas se baiser, puis pas avoir de relations sexuelles per se, mais aussi comme, se spend des moments intimes ensemble. Mais souvent, comme, je dirais les lignes, ça se dessine selon les relations. Puis c'est pas quelque chose que je peux vraiment, comme, dire d'avance où est-ce mes lignes, parce que c'est tellement du cas par cas. Mais c'est sûr que, ultimement, ça revient juste ça, à maintenir la confiance. Absolument. Puis quand tu dis que tu as comme des amitiés un peu plus floues, est-ce que tu penses qu'à un moment donné, si tu rebâtis une certaine confiance, ça irait peut-être plus là, une relation qui commence par une amitié puis qui se développe en autre chose après? Ça se peut, mais je veux dire ça aussi. Parce que le monde avec qui j'ai comme ces relations aussi, souvent, il y a comme... Ce sont des personnes qui, je dois dire, parfois sont déjà mariées. Parfois, ils sont déjà dans d'autres relations, tu sais. Donc, je décide mes limites aussi pour les partenaires de ces personnes-ci également, pour, tu sais, par une question de respect. Mais, tu sais, c'est sûr que pour ça se dresse au cas par cas également. Ouais. Puis quand tu dis les partenaires qui sont déjà en couple ou déjà mariés, est-ce que c'est plus des gens, mettons, polyamoureux ou en couple ouvert ou pas nécessairement? C'est aussi du cas par cas. Ouais. Puis, je veux dire, c'est sûr que moi, je dessinerai la ligne selon comme les points auxquels, disons, on dit comme... Si on me dit comme ça va être ça la ligne, ben, j'ai la respecter. Est-ce que tu serais prête à t'investir dans une relation amoureuse avec une personne qui est justement polyamoureuse ou en couple ouvert, ou tu voudrais vraiment voir ta personne? Honnêtement, je ne sais pas. Parce que j'ai jamais vraiment été dans une relation point final. Ouais. Voire même une relation polyamoureuse, même s'il y en a tellement dans la communauté. Donc, c'est sûr que moi, je dois quand même aller au gré à gré, puis voir comment ça se passe. Puis je veux dire, c'est quelque chose que, I guess, tiens, je sais pas si on peut dire le terme comme fuck around, find out de manière positive, mais je pense qu'on peut dire fuck around au sens littéral ici comme fuck en tant que relation sexuelle, find out, puis mais vraiment de manière plus consentante, puis vraiment de manière plus comme, tu sais, beaucoup plus douce, puis ouais.
De la bienveillance, de la douceur, de l'écoute. Oui, absolument. Est-ce qu'il y a justement un événement qui a changé ta vision de la sexualité ou de ta sexualité? Je pense pour moi, c'est vraiment comme les vibrateurs. Ah les utiliser. OK. Ouais, j'ai genre, tu sais, des rabbits, mais aussi comme une Magic Wand, puis plusieurs autres comme ça, genre, puis ça m'a tellement comme ouvert l'esprit au monde, je veux dire. Parce que dire comme qu'est-ce qu'on m'a enseigné, c'est toujours la version très vanille, comme en guillemets pénis en vagin, puis toute la sexualité. Mais c'est pas pour tout ça. Puis juste savoir que d'autres choses comme ça existent, ça fait toute la différence. Puis aussi juste d'autres manières aussi à exprimer la sexualité de manière comme pas nécessairement durant les relations sexuelles, mais aussi plus dans la vie quotidienne. Genre par exemple la manière que je m'habille, la manière que show up, tu sais, aussi. De dire ça aussi, c'est quelque chose que on oublie souvent à dire, mais ça fait aussi la différence. C'est comme même juste l'expression comme s'habiller de manière solide, tu sais, des choses comme ça. Oui, reprendre un certain pouvoir, un certain contrôle aussi. Là. Oui. Oui, absolument. Wow. C'est la première fois que j'ai cette réponse-là, mais j'adore ça. Un vibrateur, mais oui, vraiment. Mais parce que tant qu'on n'a pas trouvé ce qui nous parle, tu sais, ce qui a vraiment un incident sur notre corps, ce qui nous plaît, des fois, ça peut être tellement frustrant de faire, voyons, pourquoi ça marche pas? Pourquoi je trouve pas ma manière d'obtenir un certain plaisir, tu sais. Oh, tellement. Puis c'est sûr que, je veux dire, les ressources d'éducation à la sexualité pour les femmes trans sont non existantes, ou quasiment. Ah ouais? C'est parce que tellement de fois, comme ces ressources-ci sont créées comme parce que sont seulement créées par des quelques personnes dans nos communautés qui ont fait l'effort de faire ça, ça finit en ce que ces ressources sont quand même très rares. Genre, il y a quand même un livre très connu dans la communauté transféminine, Fucking Trans Woman, par Fermira Berwater, je pense, qui parle principalement de comment avoir des relations sexuelles avec des femmes comme pris ou non, des femmes trans qui n'ont pas eu de vaginoplastie. Donc, ça, c'est quelque chose. Moi, j'en ai eu une telle vaginoplastie, donc ça veut dire que c'est sûr que je peux utiliser tous des jouets comme dites femmes, comme qui nécessaire insérer ça dans un vagin, tu sais, mais en même temps, il y a des différences aussi, comme biologiques, que l'on ne parle pas vraiment. C'est pas quelque chose que les chirurgiens d'affirmation de genre savent nécessairement. OK. C'est pas quelque chose que les femmes cisgenres savent nécessairement. C'est même pas quelque chose que moi-même je sais nécessairement aussi. Donc il y a tellement de petites choses comme ça aussi qu'il faut un peu improviser. Mon Dieu, fait qu'il y a personne, quand tu fais « je veux avoir cette opération-là » qui prend le temps de jaser avec toi de comment va être ton corps, comment va être on va parler de ça. On va parler de ça, mais c'est sûr que en théorie puis en pratique, c'est deux choses complètement différentes. Ouais. Puis je pense que ça, genre, avoir des relations sexuelles après une vaginoplastie pour les femmes trans, c'est quelque chose que on ne parle pas vraiment parce qu'il y a juste tellement peu d'informations là-dessus. Mais surtout tellement peu d'informations publiquement disponibles parce que, je veux dire, trop souvent, ce sont des articles de clickbait faits pour les personnes genre, des articles qui sont faits plus pour eux. On parle pas de plaisir pour nous-mêmes, cependant. Puis il y avait une époque où est-ce que les chirurgies d'affirmation de genre transféminine étaient faites principalement pour que ça pouvait faire plus plaisir à des hommes. Ceci, c'est du oui-dire, donc je peux pas confirmer la validité de ça, mais apparemment, il y a eu une époque où est-ce qu'ils ont mis le clitoris au fond du vagin comme un bouton pour que un homme puisse comme pousser là-dessus pour du plaisir en ayant une relation sexuelle. Je sais pas si c'est vrai ou non, mais j'ai entendu ça sur l'Internet, genre apparemment les années 60 ou 70, donc je suis comme calisse. Ben voyons. Mais je pense que ça témoigne du fait que le plaisir à soi des femmes trans est souvent mis en dernier plan et c'est quand même extrêmement tabou parce que déjà que le sujet trans est extrêmement sexualisé dans la sphère publique. Trop souvent, lorsque tu cherches le mot trans en ligne, après le résultat, c'est la pornographie trans. Ah, ouais. Puis la pornographie trans, je veux dire, c'est pas
c'est de la porno faite principalement pour les personnes, c'est genre pour les personnes comme si on a des dudes qui veulent comme quelque chose de plus en guillemets exotique. Donc souvent ça montre pas vraiment comme je veux dire, ça montre pas vraiment comme une partie plus sincère comme d'amour puis de relations comme ça. Parce que ça, on cache. Ça, on n'en parle pas vraiment, puis on nous laisse pas vraiment la place à un peu exprimer notre sexualité aussi. Et c'est d'ailleurs une des raisons pourquoi, juste petit commentaire aussi, que trop souvent, il y a des femmes trans qui vont avoir entrer en couple avec d'autres femmes trans. Genre, et généralement des personnes trans qui vont entrer en couple ou trouble ou polycule, etc. avec d'autres personnes trans. C'est ça qu'on appelle du T for T, donc trans for trans. C'est des relations qui sont souvent plus faciles d'une manière parce que toute la confiance juste relative au fait d'être comme autour d'autres personnes trans qui te connaissent aussi, connaissent ta réalité, existe déjà. Absolument, mais oui. Puis c'est pas la première fois que j'entends ça. J'ai entendu des gens, tu sais, pas dire exactement la même chose, mais des gens queer qui font, ben, c'est plus facile d'avoir une relation avec une autre personne queer. Honnêtement, je suis d'accord avec ça, puis moi-même, comme, tiens, je suis seulement, ben, déjà, être une femme seulement attirée aux femmes, t'es forcée à être avec des queers. Oui. oui. Ouais. Mais il y a des gens qui pourraient, tu sais, aller voir des personnes hétéros, mais qui sont comme, c'est plus compliqué, puis si je me sens moins, justement. Absolument. Je peux lancer en masse des témoignages de personnes, surtout bi, pan, etc., qui se sentent mal d'être dans les relations qui apparaissent straight en public. Ah ouais, ok, qui se sentent gênés de ça? Ben, juste, je peux pas parler de ça, malheureusement, parce que je suis pas une personne affectée par ça, mais ouais. Okay. Il y en a des cas où est-ce qu'il y a des personnes qui sont dans des relations straight qui peuvent être, tiens, ouais. Oui, mais ouais, je comprends. Puis, tu sais, je veux revenir à ce qu'on jasait un peu plus tôt. Ben, premièrement, toi, ton expérience, comment t'as pris la décision de je veux faire une vaginoplastie? Puis je dirais, pour moi, ça a été vraiment plus comme, juste en sachant mon parcours, puis surtout en y pensant, puis en voyant quelle serait la meilleure option pour mon corps. Parce que, je veux dire, c'est pas pour tout le monde, c'est pas pour toutes les femmes trans, mais pour les personnes qui en veulent, ça peut vraiment faire du bien. Puis pour moi, disons, ça a vraiment fait du bien. C'est sûr que pendant qu'il y en a des problèmes tels que notamment comme une période de convalescence très longue, d'avoir survécu sur l'absence d'emploi pendant 3 mois, c'est pas facile, mais ça se fait. Puis aussi, il y a bien d'autres considérations aussi telles que même les techniques chirurgicales, puis même comme même le choix d'un chirurgien, ça aussi, je sais que en ligne, surtout aux États-Unis, en fait, il y a du monde qui doit faire du tourisme médical pour ça. OK. Puis même ici, genre du monde qui veulent pas aller à JS Montréal, qui d'ailleurs est la seule institution québécoise offrant des chirurgies d'affirmation de genre. Je veux dire, plus des vaginoplasties, des chirurgies un peu genre plus comme ça. C'est sûr que, mis à part JS Montréal, le monde doit aller ailleurs. Donc, j'en connais des personnes québécoises qui ont fait du tourisme médical pour leur vaginoplastie, qui sont allées en Thaïlande. Ah ouais? Parce que c'est plus avancé en Thaïlande? Oui. Il y a d'autres techniques qui sont utilisées qui, selon certaines, mènent à des meilleurs résultats. OK. Mais je sais pas si c'est mais moi, je peux honnêtement pas dire si c'est du oui-dire ou la vérité. Je comprends. Puis est-ce que toi, de faire ce move-là, ça te faisait peur? Ou t'as pas hésité une seconde? T'étais comme, c'est ça que je veux faire? Honnêtement, ça a fait un peu peur, je dois le dire. Parce que c'est une chirurgie très majeure qui nécessite d'être quand même hospitalisé pendant plus d'une semaine, aller comme rester chez soi encore pendant quelques mois après ça. Il y a toujours un risque de complications, il y a toujours ça. Donc, vraiment plus côté médical, c'est dur. Il y a aussi d'autres facteurs, tels que notamment comme désormais pas être capable d'avoir des enfants,
pas être, sauf genre si t'as conservé conservé de sperme ou quelque chose comme ça, et d'autres cas comme ça où est-ce qu'il y a justement tellement de facteurs comme ça qui jouent dans ça. Je sais qu'au moins ici au Québec, c'est plus nécessaire d'avoir une telle chirurgie pour avoir des changements de sexe légal, mais si j'habitais ailleurs dans le monde, ça aurait pu être une considération aussi d'avoir des pièces d'identité qui me permettent d'avoir une job aussi. Donc, au moins pour moi, ça a été surtout des facteurs plus internes, plus comme à moi-même, qui ont informé la décision. D'ailleurs, dans le monde, c'est des facteurs externes, trop souvent. Mon Dieu, puis non, ça n'a aucun sens. Puis, toi, est-ce que tu as eu, dans le fond, la chance... Parce que là, je sais pas à quel point les choses ont régressé ou pas. Est-ce que c'est encore offert gratuitement? C'est encore offert ici, puis c'est offert... c'est assuré partout au Canada. Donc, c'est considéré comme un soin de santé essentiel. Mais cependant, les assurances sont à géométrie variable à travers le Canada parce que certaines chirurgies, genre que moi, j'ai pas eu besoin d'eux, mais d'autres personnes ont besoin, telles que, par exemple, les chirurgies de féminisation faciale, qui sont pourtant reconnues essentielles, ne sont qu'assurées par certaines provinces. Okay. Ici, au Québec, on a un paradigme bizarre parce que, en fait, on exclut de la RAMQ toutes les chirurgies dites on dit dans le règlement relatif à la RAMQ, chirurgie de transsexualisme, donc des chirurgies d'affirmation de genre en pratique, on les exclut de la RAMQ, mais le ministère de la Santé a conclu une entente séparée avec GRS Montréal pour effectivement les réassurer. Donc, ici, c'est comme un système d'assurance complètement séparé qui assure cet accès-ci. Donc, il y a quand même certains enjeux avec ça, tels que, par exemple, des recours habituels de la RAMQ, tels que pouvoir, par exemple, obtenir des soins non disponibles au Québec ailleurs. Ça, ce n'est pas une option vu cette entente séparée. Donc, tu sais, comme... Mais là, on rentre plus dans les détails juridiques qui sont un peu plus comme... in fine, selon la province. Mm-hmm. Puis, je suis curieuse de savoir, parce que tu vois, je connais pas tout au niveau des lois, mais quand, mettons, un enfant se rend compte qui a pas le bon sexe, puis qui veut faire un processus, est-ce que... Puis que les parents sont pas d'accord, est-ce que l'enfant a Est-ce que c'est les parents qui ont tous les droits si c'est avant 14 ans, mettons? En fait, oui, parce que les soins de santé au Québec, 14 ans, c'est l'âge du consentement. Donc, c'est quand même, contrairement au Canada anglo, où est-ce que l'on utilise plus un paradigme une certaine doctrine de la personne mineure mature. Ici, au Québec, c'est un âge fixé par la loi. Donc, ça veut dire que les jeunes en dessous de 14 ans doivent demander consentement de leurs parents ou le consentement du tribunal, en fait. Mais je veux dire, c'est pas tous les enfants qui ont la chance d'aller au tribunal. Puis dans ce cas-ci, ça veut probablement dire que tu es déjà représenté par la DPJ. Oh. Je sais que... Savais-tu que une enfant de 13 ans enceinte ne pourrait demander un avortement toute seule? Sous cette même logique? C'est-tu vrai? C'est vrai. Mais je pense que dans ce cas, genre, pour moi, c'est quand même assez noir et blanc qu'un juge va devoir autoriser ça, mais je ne vois pas un enfant se rendre à la Cour supérieure déposer une demande par là, parce que c'est extraordinairement... Déjà, l'accès à la justice est extrêmement difficile pour même les personnes adultes. Mais oui, puis il y a des délais aussi, là. J'imagine que dans le contexte, en urgence, ça peut passer comme en 5-10 jours. Je sais que côté comme ordonnance de soins forcés, ça prend souvent juste parfois même 5 jours. Donc, l'endroit où tu vis au Québec, puis les délais dans ta région. Mais c'est sûr qu'en théorie, tu peux voir comment est-ce qu'un âge comme ça peut être un peu un non-sens. Mm-hmm. Mais ultimement, parce que la loi présume que les parents ont le meilleur intérêt de leur enfant à cœur. Ouais. Et chez Jeunes Trans, malheureusement, il y a trop des cas où est-ce que le meilleur intérêt n'est pas respecté. C'est vieux, je trouve, 14 ans pour pas pouvoir avoir le contrôle sur sa vie. Honnêtement, oui. Puis surtout le contrôle sur son corps, je veux dire, ça, c'est tellement primordial. Puis si tu cherches sur des requêtes de jurisprudence, il y en a bien des cas de parents, surtout des mamans, qui ont dû demander des ordonnances judiciaires pour autoriser leur enfant de 11, 12, 13 ans à avoir le vaccin COVID-19.
parce qu'un autre parent refusait. Donc, on a quand même des situations comme ça que, à mon avis, sont les non-sens flagrants qui ne devraient pas nécessiter un juge, mais je veux dire, comme, c'est sûr que je ne pense pas actuellement qu'on est dans l'état de politique nécessaire pour avancer dans ce dossier-ci chez, au moins le consentement chez les jeunes trans. Déjà que même pour les jeunes de 14 à 17 ans, c'est aussi contesté. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a certaines personnes qui essaient de faire juger que les soins sont pas médicalement nécessaires. Donc, tous les standards de soins disent que les soins de l'affirmation de genre sont médicalement nécessaires. Donc, par exemple, les standards de soins de la Road Professional Association for Transgender Health, que avant j'étais membre d'eux autres, entre autres. Donc, eux font les standards à travers le monde. On dit c'est essentiel. La Endocrine Society aux États-Unis le dit, c'est essentiel. Presque toutes les grandes académies comme médicales, psychologiques, etc., l'Association médicale canadienne, on dit tout, c'est essentiel. Mais il y en a des groupes anti-trans qui disent c'est pas des soins essentiels, c'est des soins esthétiques, c'est des soins qui devraient pas compter comme ça. Puis si on interprète ça en tant que des soins non essentiels, là, il y a une possibilité que les parents peuvent quand même exercer un contrôle, contrairement aux soins dits essentiels. Donc, par exemple, je veux dire, pour les perçages, tiens, des choses comme ça. Donc, ça, c'est... Je sais que même là, le droit, c'est un peu... Ouais. C'est un peu comme... On sait pas. Donc, je pense pas que c'est pas un podcast juridique. Donc, j'ai pas allé trop loin là-dedans. Mais c'est sûr que t'en as des cas qui sont un peu bizarres comme ça. Ouais, OK. My God. Puis, je suis curieuse de savoir... tu sais, mettons, quand tu as commencé à prendre la prise d'hormones, en fait, oui. Est-ce qu'il y a eu des gros changements dans comment tu te sentais? Est-ce que ça affectait ton humeur, ta personnalité, comment tu réagissais? Ben, disons que les choses se sont juste améliorées, lentement, mais certainement. OK. Genre, juste les choses sont devenues meilleures, sont devenues plus simples, sont devenues juste plus bonnes, je veux dire. Je n'ai pas vraiment de mots à dire là-dessus. C'est juste que... C'est pas que les choses sont vraiment devenues bonnes, mais c'est plus que toutes les choses mauvaises d'avant sont juste disparues. Tout s'est réaligné. Ouais. C'était comme... T'es sur ton X. Ouais. Je veux dire, c'est bien plus efficace que les antidépresseurs pour régler la dépression. Ah ouais. Mais c'est... En même temps, je sais que ça pas... Les hormones ne vont pas régler la dépression pour les personnes cisgenres, cependant. Donc... Non, c'est ça. Ouais. non, mais c'est sûr que si c'était ça le problème des antidépresseurs, ça règle pas du tout le problème, là. Ouais, tellement. Non, je comprends. Puis après ça, il y a aussi plein de personnes cisgenres qui ont des problèmes avec leurs hormones puis qui savent pas, là. Oui, et ça, genre, je veux dire, les médecins de famille devraient être mieux formés là-dessus parce que je me dis, c'est tellement des enjeux communs puis c'est aussi les médicaments comme côté hormones doivent soit être prises comme à vie. Donc, genre, par exemple, moi, les oestrogènes, j'en mets tous les matins. Donc, parce que mon corps en produit pas. Donc, ça veut dire que pour pour l'accès à la médecine puis tout, ça aurait quelque chose que tout le monde sait comment faire. C'est pas juste pour la patientèle trans, mais c'est un peu pour tout le monde. Genre même pour une femme cisgenre atteignant à sa ménopause, puis ça peut être utile d'avoir accès à des hormones à travers un médecin de famille plutôt que d'avoir contacté un spécialiste. Ben oui, puis que les médecins de famille arrêtent de gaslight puis de dire que c'est juste absolument. Dans la tête, là. Il y a un phénomène qui s'appelle la Trans Broken Arm Syndrome, le syndrome du bras cassé trans, ce qui est lorsque tu as un bras cassé puis le médecin dit c'est à cause de tes hormones. Donc, c'est un peu une caricature, mais il y a comme des versions un peu moins caricaturales de ça qui se passent dans la vraie vie. Aïe. Ça a tellement aucun sens, là. Ouais, mais c'est précisément à cause de ça. Aïe. Vivement que ça change, mais bon. On l'espère. On l'espère. Je sais pas si ça a changé vite, mais un jour. Eh boy. Je serais curieuse d'entendre ton sujet que t'avais préparé. Ben, pas préparé, mais pensé à un sujet que t'aimerais qu'on aborde ensemble. Ouais, je dirais juste comme... Tiens, je dirais un peu de cette idée du consentement puis la culture du consentement. Parce que ça, je veux dire, on a un manque de ça en société.
J'ai bien des fois où que j'ai comme des dudes avec qui, des dudes avec qui je m'entends bien, genre, tiens, du monde avec qui je traite de temps en temps, qui me donne des câlins, peut-être des bises à la française, tu sais, des choses comme ça, sans me donner des préavis. Puis je me dis que, peut-être, comme, culturellement, c'est considéré normal, mais comme, peut-être ça devrait changer. Peut-être qu'on devrait penser plus au consentement dans même ces contextes-ci. Je suis totalement d'accord avec toi. On parle tellement de consentement en tant qu'un concept juste comme limité vraiment à comme des relations sexuelles. On a vraiment comme... J'ai l'impression que l'éducation à la sexualité a vraiment essayé de mettre ensemble ces deux concepts de consentement puis de relations sexuelles qui, à mon avis, est une faute. Je suis quand même contente d'entendre que le consentement est devenu comme le sujet abordé dans les cours d'éducation à la sexualité en première année de primaire. Donc, imagine. Ah, c'est vrai? Donc, le nouveau programme, on a commencé à vraiment mettre le consentement en tant qu'un sujet vraiment primordial que l'on aborde à ce moment-ci. Donc, vraiment, comme je veux dire, l'éducation à la sexualité, c'est pas juste la sexualité, mais aussi tout cet aspect éducationnel sur comme des concepts clés. Je dirais que c'est un peu l'éducation à la vie, d'une manière. L'éducation sur soi. Et je veux dire, on enseigne ça maintenant en première année. Donc, c'est ça le cursus. C'est une bonne chose que c'est le cursus. Oui. Mais, faut quand même se dire, surtout chez les adultes, au moins, je veux dire, c'est sûr que l'on parle plus de consentement en tant que chose explicitement reliée aux relations sexuelles quand ça devrait être plus une pratique quotidienne. Je suis full d'accord avec toi. Moi, j'ai quand même vu des améliorations dans les dernières années, et surtout parce que j'ai fait une école de théâtre. Fait que, tu sais, c'est très... on se touche tout le temps. Les profs nous touchent pour nous placer, pour nous... OK, respire comme ça, fais ci. T'es-tu à l'aise? Tu sais, mettons un metteur en scène qui va montrer comment prendre l'air par les épaules. T'es-tu à l'aise que je te touche? Il y a beaucoup ça, moi, qui a changé versus, mettons, quand j'étais au secondaire, début du cégep, qui était justement avant le MeToo versus après. Oui. Que là, j'ai fait, OK, les profs me demandent mon consentement tout le temps avant de me toucher, avant de, tu sais, si tu correct, ça, puis il était comme, n'hésitez pas si vous n'êtes pas à l'aise. Fait que ça, j'ai vraiment vu une évolution là-dedans. Peut-être plus que dans la vie de tous les jours, mettons, avec les adultes qui m'entourent. Puis je veux dire, ça, c'est quand même une pratique quotidienne que j'en vois pas assez de ça. Puis je me dis, on a besoin de ça, on a besoin d'un monde qui réellement dit que, tu sais, peut-être mieux de demander. Même si, genre, tiens, tu vois quelqu'un, tu sais, comme... Genre, c'est sûr que c'est quand même possible de donner ça non-verbal. Si quelqu'un, comme, clairement vient gesturer en donnant un câlin, tu peux juste, comme, tous tes bras, comme... C'est comme un signe non-verbal de consentement, tu sais, mais comme, en même temps, comme, le consentement verbal exprimé, je pense quand même que il faut qu'on accorde plus de place à ça aussi dans la vie. Parce que, je veux dire, c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec le toucher aussi. C'est pas tout le monde qui est comme ça. Puis, je pense que c'est l'une des meilleures manières que l'on peut un peu juste comme être mieux en société. Oui, ben oui, absolument. Puis tu sais, des fois, oui, c'est juste un câlin ou une bise, puis tu fais « Ah, mon Dieu, ben si la personne m'avait demandé, j'aurais dit non. » Puis là, bon, je l'ai vécu pas si pire, tu peux dire que c'est pas la fin du monde, mais... Mais quand même, comme tu dis, faut que ça change, faut que la culture change par rapport à ça. Puis moi, ça m'est déjà arrivé de me faire toucher de manière très déplacée. Puis tu figes, puis tu sais pas quoi dire. Tu sais, même si c'est pas à caractère sexuel, même si c'est pas une agression sexuelle, ça m'est déjà arrivé. Moi, je faisais visiter mon appartement pour trouver un coloc. Et la personne s'est juste mise à prendre mes cheveux et jouer dans mes cheveux. Puis j'étais comme... Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que c'est comme... C'est tellement déplacé. Aucune gêne, la personne, là. Puis moi, je suis juste comme traumatisée. Je sais pas comment gérer ça. Je sais pas comment dire de me lâcher. Tu sais, puis je fais juste comme pas comprendre ce qui se passe, tu sais. Puis, tu sais, c'est ça. C'est comme des affaires qui ont pas d'allure, là. On approche, c'est plus comme... Est-ce que je peux te toucher comme ça? Genre, j'ai demandé quelque chose comme ça, puis... Ça, on me dit oui, genre, j'ai aller d'avant puis faire ça. Puis j'ai l'impression avec ça... Le monde est beaucoup plus à l'aise. Puis ça me permet également justement de naviguer comme ces lignes un peu plus floues entre comme amour, amitié, etc. Puis un peu comme vivre dans ça d'une manière, vivre dans ces espaces liminales. Oui, puis honnêtement, moi, j'apprécie énormément qu'on me demande. Jamais je vais faire « Oh mon Dieu, la personne me demande, tu sais, je peux-tu te faire un câlin? » J'adore qu'on me demande ces choses-là. Pour moi, oui, moi aussi. Ouais, ça fait du bien à entendre, puis ça fait du bien à... C'est bon signe aussi.
Genre, ça, demander le consentement, je trouve ça vraiment fucking hot. Je sais que c'est peut-être pas tout le monde qui pense à ça, mais honnêtement, on serait dans un meilleur monde si tout le monde trouvait le consentement quelque chose de chaud. Ouais. Ben, moi, je suis à 100% là aussi. Honnêtement, quelqu'un qui me demande mon consentement, ça me turn on, là. Tu sais, ben, pas un ami qui me demande de faire câlin, mais si, je sais pas, j'ai un intérêt envers quelqu'un, j'ai un petit kick sur quelqu'un, puis qui me demande mon consentement, c'est comme si ça devient... C'est comme un gros green light, tu sais. Ouais, exact. Un gros bon signe. Ouais. Je suis comme, OK, je suis encore plus intéressée, là, tu sais. Oui. Ouais, vraiment. Puis est-ce que tu trouves qu'il y a quand même une différence entre les générations? J'ai quand même l'impression que notre génération... Je dirais oui. Puis aussi entre milieux également. Donc, je dirais c'est définitivement comme... Je dirais côté queer, c'est définitivement plus présent que... Comme surtout côté comme des queers progressistes, puis comme un monde comme... Vraiment comme à gauche comme ça, comme surtout les milieux féministes queer, comme plus jeunes de ces jours-ci. Je trouve que c'est beaucoup plus présent dans ça que dans bien d'autres places. Je comprends, mais ça fait du sens, hein. Ouais. C'est comme si... Puis aussi, même si tu demandes consentement puis on te dit non, ben c'est comme... Tu sais, c'est comme... OK. Puis c'est tout. Oui, ben c'est de pas le prendre pas bizarre personnel. non plus. Non, c'est ça. C'est pas bizarre du tout, c'est comme... Exact. Tu sais, comme, ça aurait été bizarre si tu l'as fait puis on a dit, tiens, non, fais pas ça. Exact. Puis c'est ça, faut pas que les gens le prennent personnel en faisant, mon Dieu, cette personne-là veut pas que je la touche. Non, c'est peut-être que cette personne-là a des enjeux ou peu importe. Elle a juste pas envie puis ça a pas rapport avec toi, là, tu sais. Ouais. Fait que... oui, c'est ça. Un peu plus d'empathie, un peu plus d'écoute, puis un peu moins d'ego. Absolument. Dans ce monde. Ben, pour terminer, j'aimerais ça savoir qu'est-ce que l'adolescente aurait aimé entendre dans le discours ambiant sur la sexualité? Qu'est-ce qui t'a manqué? Je pense, honnêtement, ça aurait vraiment être d'en parler plus de tous ces volets-ci. La sexualité et de l'être humain que l'on ignore. Moi, j'ai eu quand même tous les recueils de secondaire où est-ce qu'on parlait des recueils de sciences où on parlait des TSS, puis on décrit les parties génitales, puis tout, de manière très, très comme... C'est comme si on était dans un labo de sciences, puis on faisait une section d'un pénis, plutôt que d'en parler de c'est quoi ça. Puis je me dis, cette approche-ci, c'est une approche un peu, à mon avis, dépassée. Je pense plutôt, il faut que l'on parle de nous, que l'on parle de nos corps, et nos relations de manière plus humaine. Pas d'une manière stérile, mais d'une manière réellement juste humaine et inclusive. Et ça, c'est le dernier point. Inclusive en englobant les réalités à tout le monde. En montrant vraiment différents visages de la société. Différents visages de l'expérience humaine. Parce que ça, je veux dire, ça en manque grandement dans nos écoles. Ça en manque grandement dans nos milieux. Puis je veux dire, c'est comme des... Ça en prend. Je suis sûre qu'il y en a bien des ados en ce moment qui savent pas quoi trop à quoi s'attendre dans les mois, les années à venir. Qui se trouvent peut-être un peu bizarres à l'école. Qui se trouvent peut-être un peu... Ils ne savent pas quoi faire, tu sais. Puis je me dis, si on est capable de leur donner... Si ces jeunes-ci peuvent avoir des mots pour se décrire... avoir des réalités auxquelles ils peuvent imaginer, je pense quand même que ça peut faire toute la différence. À 100%. À 100%. Puis, quand tu parles de... Tu sais, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, d'axer sur le côté humain puis sur l'histoire des personnes plutôt que d'avoir un regard plus froid puis scientifique. Je sais que la science, c'est comme... Je sais que c'est utile dans plusieurs cas, mais, tu sais, parler juste de TSS, ça peut faire peur. Ah, moi, ça m'a traumatisé bien raide quand j'étais jeune. Puis comme, c'est tout ce que j'ai retenu. Ben, c'est tout ce qui a été nommé aussi. Genre, on parle des TSS, mais on dit pas, comme par exemple, tiens, tu peux faire bouillir tes jouets sexuels pour les nettoyer. Puis on parle pas des fonctions du corps. Tu sais, jamais on nous a dit, protégez-vous, mettez un condom. Jamais on nous a dit, mettons, hey, mais le poil, là, pubien, ben, ça aide à réduire les risques d'infection transmises sexuellement. Tu sais, jamais on nous a dit ça. C'est comme des affaires tellement important que je suis comme, apprenez-nous. Même moi, je savais pas ça jusqu'à en ce moment. Oui. Tu m'as appris une chose. Mais tu vois, moi, j'ai appris ça quand même tard dans ma vie, là, récemment. Puis j'ai fait,
ben câlisse, j'aurais aimé ça le savoir. Le nombre de filles qui développent une haine envers leur poil alors qu'ils ont... Oui. Tu sais, ils ont des fonctions puis on sait même pas. Tu sais, c'est comme... Fait oui, qui voient leur... genre, ouais. Puis je dis, trop souvent, les corps féminins puis féminisés, nous sommes trop souvent sexualisés. Puis on parle pas de comment assumer cette sexualité non plus. On parle pas de ça. Mais je sais même pas comment on peut faire pour assumer notre corps sans qu'il soit sexualisé. Ça nous c'est comme assumer si notre corps à notre façon. Ouais, mais c'est comme si j'ai l'impression que même encore aujourd'hui, notre image, on n'a aucun contrôle sur comment les gens nous perçoivent. Pas pendant tout. Genre, puis surtout lorsque tu vois comme des phénomènes contemporains de ce côté-ci, tels que des avatars créés avec de l'intelligence artificielle qui essaient de répliquer comme ça. Genre, apparemment, il y a même des IA qui roleplay comme des femmes qui ne consentent pas à une relation sexuelle, comme des sex dolls qui font ça pour que tu puisses violer un robot en toute impunité. Je suis comme... Parfois, il y a des choses comme ça qui me dégoûtent. Puis je me dis... Pourquoi est-ce qu'on avance dans cette direction? Pourquoi est-ce qu'on recule plutôt dans cette direction aussi? Plutôt que d'essayer de parler plus de nous, plus de s'ancrer. Parce que je veux dire, trop l'impression en ce moment que la sexualité est faite pour, dans le monde comme trop hétéronormatif, on parle de ça en tant que manière de nous désancrer, une manière de nous mettre comme, tu sais. Faut qu'on y pense plus à comment est-ce qu'on peut s'ancrer soi-même dans nos corps. Ouais, à 100%. Ben, j'invite les gens à réfléchir à ça. Moi aussi. Puis, je veux dire, c'est normal de pas tout savoir, mais il y a des ressources en masse. Il y en aura pour apprendre. Puis l'important, c'est d'être assez ouvert d'esprit pour apprendre. Exactement. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais dire avant de terminer cet épisode? Ben, je sais peut-être de dire aussi comme, tiens, une bonne manière de... Peut-être sur ça, je sais que j'ai beaucoup parlé de la réalité des personnes trans aujourd'hui, c'est sûr, mais je veux dire, sur ça, si vous voulez soutenir les personnes trans, une bonne manière de faire ainsi, c'est de soutenir des artistes trans. Puis, sur le mot artiste, j'en parle vraiment de toutes sortes d'artistes. Ça peut être des artistes visuels qui font de la peinture, du dessin. Ça peut être des chanteurs. Ça peut être des cinéastes. Ça peut être même des travailleurs de sexe sur OnlyFans. Je me dis, il y a tellement de manières différentes de soutenir différents artistes, la communauté. Puis je vous encourage fortement à le faire, surtout si vous avez l'argent ou le temps à faire ainsi, parce que ça peut faire toute la différence. Nous, dans notre communauté, les artistes sont surreprésentés et en grande partie parce qu'il y a trop de discrimination dans les milieux d'emploi un peu plus comme mainstream. Donc, dire, sûr qu'avec ça, c'est une manière assez concrète de pouvoir nous soutenir. Il y a souvent les marchés queer, il y a des éléments comme ça qui sont une belle place pour venir découvrir le talent des personnes queer autour de vous autres. Même si vous ne faites pas partie des cette communauté, ça peut être quand même une bonne manière de montrer une solidarité. Même si, par exemple, tu travailles quelque part, tu peux demander à accrocher un drapeau arc-en-ciel sur de vitre. Ça peut faire une différence. Je sais que ça peut paraître comme rien de ces jours-ci, mais parfois même juste un petit symbole d'inclusion ça peut faire toute la différence. Surtout si tu te trouves au milieu de notre part puis que tu as le seul drapeau queer d'un village complet. Ça en fait encore plus. C'est vrai. Des fois, on s'imagine que, oh mon Dieu, faire un geste, ça peut être tellement gros. Mais non, ça peut être tout petit. Ça peut être des tout petits gestes qui font toute la différence. Ça peut être... Oui, il y en a plein. Puis je veux dire comme... Il y en a tellement de nous aussi ici. Genre, je sais que la recension canadienne récente de 2021 a trouvé qu'il y a environ 100 000 personnes trans au Canada. Je pense que le chiffre réel est beaucoup plus élevé que ça. Mais ça montre à quel point est-ce que nous sommes présents en société. Nous sommes nos voisins. Peut-être la personne qui travaille à votre café local. Peut-être la personne qui est en train de marcher près de vous dans la rue. On est un peu partout. Puis je dirais l'important, c'est de nous voir en tant que nous.
en tant qu'être humain, en tant que personne ayant en méritant que des droits humains que toute autre personne en ce monde aussi. Oui. Puis j'ai envie de dire, là, même si c'est une réalité que vous comprenez pas, vous avez de la difficulté à vous imaginer. C'est OK à pas comprendre aussi. Ça, je le dis 1000 fois, tout le temps. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour être allié. Exact. Fait juste avoir une certaine forme d'ouverture puis d'écoute, puis c'est tout ce qui est important. Oui. T'as pas besoin de savoir c'est quoi le dosage exact d'estrogène, est-ce que moi j'ai besoin. Mais si t'es capable de nous nommer si t'es capable de nous parler en tout respect, déjà ça fait une différence. Exact. Donc, merci de réfléchir à ça, de faire un petit examen de conscience, puis voilà, de voir si comment vous pouvez faire partie d'un monde meilleur. Donc, voilà. Céleste, un gros merci d'avoir accepté mon invitation. Ça a été vraiment, vraiment tellement pertinent puis intéressant. Moi, j'ai appris plein de choses aujourd'hui. Je trouve qu'on a parlé de plein de sujets puis j'espère que les gens vont avoir appris des choses puis juste entendu des choses qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre. Moi aussi. J'ose espérer. Merci. Allô tout le monde, un petit message pour vous dire que si vous aussi vous avez envie de venir parler de votre sexualité à mon micro, n'hésitez pas à m'écrire. Vous allez voir sur chaque plateforme d'écoute dans la description, je mets toutes les informations, donc vous pouvez me rejoindre par courriel sur la page Facebook ou Instagram du podcast. J'aimerais vraiment ça que vous m'écriviez parce que veux pas, vous avez sûrement remarqué que je reçois principalement des artistes, des gens de théâtre, ce qui est formidable, mais j'aimerais vraiment ça pouvoir élargir la discussion avec des gens de tous les horizons. Puis pour ça, j'ai besoin de vous. Donc, n'hésitez pas à m'écrire. Ça va me faire plaisir de vous rencontrer. Merci.